merci d'avoir répondu présent à notre appel de dernière minute. Préférer tout perdre, vie, salaire, conditions d'existence, plutôt que sacrifier sa conscience. Ces mots d'Alexandre Solzhenitsyn expliquent bien notre présence aujourd'hui. Mais ils n'ont apparemment pas inspiré la grande majorité de nos parlementaires face à cette loi gravissime de la constitutionnalisation de l'avortement. Comment avons-nous pu en arriver là? Je n'ai pas l'âge pour raconter l'historique de cette dépravation. Je constate simplement, avec consternation, ce que ma génération reçoit. Comment avons-nous pu arriver à un tel mépris de la vie, de la dignité humaine, de la justice et de la vérité? Ce qui me frappe est peut-être principalement ce dernier point, le rejet affirmé de la vérité. Il désigne l'avortement comme le droit de disposer de son corps. Il parle de l'embryon comme d'un vulgaire amas de cellules. Ils soutiennent que c'est une loi de liberté pour les femmes comme pour les médecins. Ils disent enfin que c'est une victoire. Comment peuvent-ils autant nier le réel? Je me permets de citer le professeur Emmanuel Sapin, chirurgien en néonatal. Je cite: « On sait depuis plus de 30 ans qu'un fœtus ressent la douleur. Les observations comportementales anté- et post-natales montrent qu'une douleur perçue par le fœtus au même titre que d'autres événements se gravera dans sa mémoire et influencera sur son comportement ultérieur d'enfant et d'adulte. Oui, la vie individuelle d'un être humain commence avant la naissance. » Et c'est ce petit homme qui voit aujourd'hui sa vie menacée par une poignée de parlementaires se targuant de féminisme et de liberté. Chers amis, permettez-moi de vous inviter à toujours vous indigner, à demeurer choqués d'un tel acharnement contre la vérité et contre la dignité humaine. Ne soyons pas des habitués de la décadence de notre société. Ne soyons pas des défaitistes qui se targuent de réalisme. Chaque pas vers la culture de mort, si petit soit-il, doit nous blesser, nous révolter, nous stimuler. William Wilberforce disait qu'on ne dise pas que je me suis tue quand ils avaient besoin de moi. Si nous sommes ici, c'est que nous avons décidé de ne pas nous taire. Du fond du cœur, je vous remercie et je remercie ceux parmi vous qui, depuis de longues années, défendent ceux qui ont besoin de nous. Aujourd'hui, vous voyez la suite du processus que vous avez tenté d'enrayer maintes fois. Vous voyez le rouleau compresseur idéologique continuer son œuvre dévastatrice. Mais soyez-en sûrs, tout ce que vous avez fait n'a pas été vain. Et nous avons besoin de vous pour continuer. Nous vous promettons, nous la jeune génération, de continuer votre combat, même si nous sommes illégaux et peut-être bientôt inconstitutionnels. Je me permettrai de terminer avec ces mots de Charles Péguy. L'espérance brille dans la victoire, et il n'y a pas de victoire sans combat. L'homme que l'espérance éclaire d'une lumière qui ne s'éteint jamais est toujours un soldat. Merci. Construction de cette salle pour
La Troisième République. C'est la naissance de la démocratie parlementaire, Dominique Rousseau? C'est la naissance de la démocratie parlementaire avec, à partir de 1875, si vous voulez, il y avait deux assemblées. Hein, donc je crois que le Sénat était dans la salle de l'Opéra Royal et l'Assemblée nationale dans cette salle-là, la salle du Midi. Justement, ces révisions constitutionnelles sont-elles généralement apportées au crédit du président de la République? Si je vous disais quand est-ce qu'a été inscrit dans la Constitution que la peine de mort était désormais interdite? En quelle année? Par qui? Quel président de la République? Bon. Or là, je crois que vous l'avez rappelé, effectivement tout le monde sait que pour X raisons, c'est là favorable l'année dernière. Non. Chers amis, avant de vous redire pourquoi les associations familiales catholiques sont fermement opposées à la constitutionnalisation de la liberté garantie d'avoir recours à une intervention volontaire de grossesse, petit rappel sur notre mouvement. Aujourd'hui, je parle au nom de 25 000 familles de toute la France engagées pour promouvoir et défendre cette cellule fondamentale de nos sociétés, la famille. L'une des caractéristiques essentielles de la famille, sa raison d'être, c'est celle de protéger les plus faibles. La famille, vous le savez tous, c'est le lieu où l'on fait grandir les bébés. C'est là où on éduque les enfants. C'est là où on prend soin des grands-parents. La famille, chers amis, c'est le lieu où l'on prend soin de la vie, si belle, si joyeuse et si précieuse, depuis ses fragiles commencements jusqu'à ses fins mystérieuses. Alors aujourd'hui, précisément parce que notre joie aux AFC, c'est de prendre soin de la vie, nous sommes tous tristes. Nous sommes tous tristes et aussi inquiets. Parce que pour nous, chacun des 234 000 avortements qui ont lieu chaque année en France, c'est une immense tristesse. C'est une immense tristesse, à la fois pour la maman qui avorte et pour la vie qui est supprimée dès son commencement. Comment oublier que 92% des femmes pensent que l'IVG laisse des traces psychologiques difficiles à vivre et que 73% des femmes pensent que la société devrait aider les femmes à éviter le recours à l'IVG. Alors, pourquoi constitutionnaliser aujourd'hui la possibilité d'un tel drame humain? On l'a dit, on ne joue pas aujourd'hui le match du pour ou du contre l'avortement. En France, l'avortement n'est aucunement remis en cause par les décideurs publics. Non, aujourd'hui, on joue le match des valeurs qu'on place au plus haut sommet de notre hiérarchie des normes, la Constitution. La Constitution, vous le savez, c'est le plus petit dénominateur commun sur lequel s'accorde une nation, sur lequel nous nous accordons tous pour vivre ensemble. Et aujourd'hui, c'est le droit de donner la mort qui est sur le point d'être consacré au cœur de notre texte fondateur. Veut-on ça? Non! Le droit de donner la mort, non plus en tant qu'exception, mais comme une liberté garantie. Cette constitutionnalisation banalise le drame de l'avortement en niant la souffrance. Et elle prive l'enfant à naître d'une liberté essentielle, celle de vivre. Pour nous, les familles, mettre un terme à une vie humaine n'est pas un étendard moral à brandir dans le contrat social d'une nation. Alors, nous ne comprenons pas. Nous sommes tristes et nous sommes inquiets. Bien sûr, l'accueil de la vie est parfois difficile, douloureux, compliqué. Mais les familles que nous représentons aujourd'hui sont là pour la future maman et pour le bébé à naître. Et lorsque ce n'est pas le cas, la société, les amis, les associations ont un devoir de solidarité élémentaire
pour toutes les mamans seules et pour toutes les familles en difficulté. C'est une de nos raisons d'être aux AFC, l'entraide entre les familles. Et nous pensons fermement que la difficulté de l'accueil de la vie ne doit pas se traduire par un avortement garanti. Aujourd'hui, la France a un immense besoin de projets tournés vers notre avenir commun et vers l'espérance. À l'opposé, les projets portés par les pouvoirs en place sont des projets orientés vers la mort des enfants à naître et la mort provoquée des personnes en fin de vie. Et dans le même temps, la natalité, elle, s'effondre. Est-ce cela l'ambition pour notre pays? N'avons-nous pas, nous tous, la responsabilité devant les générations futures de porter un projet de vie plus enthousiasmant? Alors, voilà pour terminer la question que m'a posée ma petite fille de 11 ans ce matin. Elle m'a dit: mais maman, si le Congrès vote tout à l'heure la modification de la Constitution, on pourra la modifier à nouveau, non? Alors, restons dans l'espérance. Maman, laissez-moi naître. Papa, maman, je suis un être. Papa, maman, laissez-moi naître. Encore seulement les 3 quarts de ce que gagne un homme. Bien. Allez, les robots du temps. Je ne pense pas que ça nous apporte grand-chose. Non. Il faut savoir que, après les secondes, il est le président de la Fondation de Seul, qui en auront assez de faire le sale boulot. Libre et éclairé. Le barrage. Chers amis, merci de votre accueil. Merci, cher Nicolas, et à toute l'équipe de la Marche pour la Vie, pour cette belle manifestation, pour cette organisation. Le glas que vous avez entendu il y a quelques secondes sonne pour nous tous. Aujourd'hui est un jour de deuil, est un jour tragique pour l'histoire de notre pays. Pour la première fois dans notre histoire, dans l'histoire du monde même, puisque nos gouvernants s'enorgueillissent de faire de la France le premier pays qui inscrit l'avortement dans sa constitution. Pour la première fois, le droit de supprimer une vie humaine est inscrite dans un texte légal fondamental. Cette inscription nous affecte tous, elle nous blesse tous, elle nous affaiblit tous. Pour avoir participé depuis longtemps, comme d'ailleurs sans doute beaucoup d'entre vous, je salue Jean-Marie Ménet qui a parlé il n'y a pas très longtemps, je crois que Jean-Pierre Maugendre est pas loin, prendra la parole dans un instant, et beaucoup d'entre vous qui sont des combattants habituels du respect de la vie, ça a l'air d'être une défaite supplémentaire. Et peut-être dans notre esprit passe en ce moment cette question: comment se fait-il qu'après tant d'énergie, tant parfois de sacrifices, tant de douleur à laquelle nous sommes confrontés, tant d'incapacité à faire comprendre à nos contemporains la gravité de ce qui se passe, eh bien,
nous subissons ce qui apparaît être un revers de plus. Et je vais vous dire aujourd'hui que malgré ce revers, nous avons encore beaucoup de choses à faire. D'abord, je voudrais vous remettre dans l'esprit, peut-être si c'était nécessaire, que les régimes autoritaires s'installent par le silence de leurs opposants. Si les dictatures torturent leurs opposants, ce n'est pas pour leur faire mal, c'est pour les faire taire. Et regardez depuis quelques jours l'énergie qui est déployée pour faire comprendre à tous les Français que ce sujet ne doit plus être un sujet de débat, que l'entrée de l'avortement dans la Constitution réglerait la question une fois pour toutes, et qu'il n'y aurait plus besoin même d'en parler, puisque, où est le problème? C'est le droit irréfragable désormais des femmes de recourir à l'avortement, donc il n'y a plus de questions à se poser. La première chose à laquelle nous devons veiller, c'est que, comme ça a été dit tout à l'heure, bien entendu, nous continuerons à dire ce que c'est. Nous continuerons à dire que cette réalité est un drame pour les femmes, mais pour les pères, ou plus simplement technique. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que nous avons un combat à continuer de mener, et ce combat s'appelle la défense de la liberté d'expression. Elle dépasse la réalité de l'avortement. Je vais revenir sur un épisode récent qui a divisé les familles, qui a divisé les fratries, les entreprises, les associations, les couples parfois. C'était la crise sanitaire de la Covid. Et vous vous souvenez de cette difficulté que nous avions à faire comprendre pour ceux qui voulaient être vaccinés d'y aller et ceux qui ne le voulaient pas de ne pas y aller. Vous vous souvenez de la difficulté avec laquelle se sont posés la réalité des débats scientifiques, des données médicales, biologiques. Et petit à petit, la vérité émerge. Parce que, comme on dit parfois, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité monte par les escaliers, donc c'est plus long. Mais ça finit par arriver, et lorsqu'ils sont arrivés tous les deux au dernier étage, la vérité l'emporte. Nous avons le devoir de continuer à dire cette réalité, même si on nous en empêche. Et cela ne vaut pas que pour les questions liées au respect de la vie. Ça vaut pour les crises sanitaires, ça vaut pour la guerre, ça vaut pour la réalité des conditions de travail dans les entreprises. Tout cela est en jeu aujourd'hui. Et personne ne nous ôtera cette capacité que nous avons de parler, de nous réunir et de manifester. Et tant qu'il y aura 2 personnes dans la rue pour dire leur opposition à la doxa ambiante ou à la propagande, alors l'espoir sera permis. C'est cela que je souhaitais aussi vous dire aujourd'hui. Enfin, vous voyez qu'aujourd'hui sont présents beaucoup d'organisations, d'associations, beaucoup de militants de ces associations, beaucoup de personnes engagées dans la défense et le respect de la dignité humaine. Il me semble que dans les circonstances que nous nous apprêtons à traverser, plus que jamais, des démarches d'unité, d'union, d'action sont nécessaires. Plus que jamais, nous devons faire l'effort de nous concentrer sur ce que nous voulons défendre, pas sur ce qui pourrait distinguer nos manières de faire, notre culture, nos modes d'action, nos moyens d'existence, notre communication, notre vocabulaire. Tout ça devient secondaire. La concentration de tous est indispensable pour faire en sorte que la dignité de la vie demeure un objectif principal pour nous tous, que la liberté d'expression demeure un combat partagé pour nous tous et pour nos libertés en règle générale. C'est ça qui est en jeu dans le monde qui nous attend. Nos libertés sont en danger. Ce que nous prépare la communauté européenne nous met en danger. Ce que nous fait subir le gouvernement français depuis 7 ans nous met en danger. C'est cela que nous devons avoir en tête. Et en tout cas, vous pouvez compter sur VIA, notre formation politique, la seule du paysage à avoir inscrit dans ses statuts le respect de la dignité humaine de la conception à la mort naturelle, pour continuer de nous battre dans ce sens. Merci à tous, bon courage.
Mais je suis là pour dire que les hommes n'ont pas le droit de se donner le droit. Donc je suis ici pour manifester que pour moi, aucune société humaine n'a le droit de donner la mort. Or, un embryon, un petit être humain qui est en route dans le ventre de sa mère est en vie. Il deviendra peut-être Mozart, il deviendra peut-être Einstein, il deviendra peut-être une personne normale. Bien sûr, il peut y avoir des cas extrêmes où on a arbitré malheureusement entre le danger couru par la mère et le danger couru par l'embryon. Mais ce sont des cas marginaux, il faut les traiter comme des exceptions. La règle doit être que la vie est sacrée et qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Mais je pense que c'est un pas de plus pour banaliser un acte difficile qui est d'admettre de garder la vie à naître. Vous voyez, bien sûr que les personnes qui attendent un bébé, qui ne le veulent pas, sont en détresse. Mais je crois qu'une société mature doit se mobiliser pour les aider, les encourager, les entourer. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux pour nos sociétés que la vie à naître. D'ailleurs, récemment, on se plaignait d'avoir trop peu de bébés en France. Alors, ça montre bien que c'est le bien le plus précieux. Un groupe de 12 femmes rassemblées... On ne peut pas banaliser le fait de se débarrasser d'une vie comme on se débarrasse de quelque chose d'encombrant, quoi. Probablement, parce que on voit bien que depuis les lois Veil, qui étaient quand même dans les cas extrêmes, le processus a petit à petit évolué pour le banaliser complètement. Et donc je pense qu'effectivement, les hommes politiques actuels surfent sur cette vague qu'ils considèrent comme étant très populaire. Et c'est quelque chose qui n'est pas très difficile à faire par rapport à tous les autres chantiers et dont ils pensent que ça doit leur rapporter beaucoup. Mais c'est pas acceptable moralement. On ne peut pas jouer sur un thème pareil pour se refaire une santé politique. C'est impensable. Vous avez des enfants? 5. Aucune ne connaissait les alternatives. Et 3 petits-enfants. Je m'appelle Christine. Je suis ici pour défendre le droit à conserver l'enfant, à naître, pour les femmes désespérées, pour les femmes qui souhaiteraient garder cet enfant, pour qu'on puisse donner un autre message que l'IVG. Constitutionnaliser l'IVG, c'est demander à des médecins de faire le contraire de ce qu'ils font chaque jour, défendre la vie. Et on ne peut demander ça à un médecin, parce qu'on ne peut pas soigner les gens pendant toute leur vie et pour l'euthanasie, les tuer à la fin de leur vie, parce qu'ils ont le droit à la vie du début jusqu'à la fin de la vie. Si nous voulons continuer notre métier, défendre la vie, préserver la vie, nous serons forcément condamnables de ne pas vouloir faire l'IVG. Donc c'est vouloir préserver la vie deviendra un délit. Et de ce fait, l'essentiel de notre vie, c'est de défendre la vie, de préserver la vie. Donc nous ne pouvons plus exercer puisque nous sommes condamnables de vouloir préserver la vie. Je pense que tout médecin essaie de préserver au maximum la vie des gens et je pense que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Bonjour, là je suis là parce que effectivement c'est scandaleux qu'il y ait eu autant de députés qui n'ont pas respecté les choix du peuple et qui ont préféré choisir être des moutons ou les choix familiaux. Là, c'est le droit à avorter, il a toujours existé, le droit à la vie. Le souci, les conséquences, ne pas réfléchir sur les conséquences, c'est que tous les hommes, déjà dans les classes, on sait qu'il y a 3 petites filles qui sont victimes d'inceste par classe. Ça, on le sait. Déjà, c'est invraisemblable, c'est une honte. Ensuite, on sait que les hommes
un peu libertins, c'est facile pour eux de séduire n'importe quelle jeune fille. De séduire n'importe quelle jeune fille qui, par peur, elle va se sentir flattée, elle va passer à l'acte, puis parce qu'on ne lui a pas appris à dire non. C'est juste non. Et ensuite, quand elle va découvrir qu'elle est enceinte, elle va juste croire que, oui, de toute façon, le garçon, il n'a pas de... Il n'a pas de culpabilité à avoir, parce que de toute la façon, la femme, elle a droit à avorter. Donc, c'est tout facile, hein? C'est juste comme aller aux toilettes, avorter, c'est rien. Mais la fille, après, il va falloir qu'elle va se poser la question. Elle aura peur d'en parler à sa maman, la maman ou quoi. Elle va en parler aux copines, elle va aller au planning familial. Ah, mais c'est facile, la boucherie, elle est là. L'holocauste silencieux de Ronald Reagan, président, il appelait ça l'holocauste silencieux. Voilà. Et bien après, elle va se retrouver toute seule sur la table, toute seule, avec ses contractions, ses douleurs dans le ventre. Mais en fait, cet être qui est éliminé comme dans une chasse d'eau, il va servir pour faire des jolies crèmes de beauté de très chères. Ça, tout le monde le sait, c'est pas du tout un tabou. Mais après, il y a sa conscience, parce que ce qu'elle a porté dans son ventre, ça va rester dans son cerveau pendant très longtemps, ou alors elle reste dans le déni, c'est très bien. Et après, quand elle va plus tard se rendre compte, avoir une vraie grossesse désirée ou pas désirée, tout ça, ça revient dans l'inconscient et dans les nuits. Voilà. Mais les garçons, ils se sentent toujours libres. Voilà. Donc, à la limite, une fille, quand elle se trouve dans cette situation-là et qu'elle a peur de la réaction d'un garçon, il vaut mieux qu'elle assume, parce qu'elle aura toujours des opportunités. Et en tant que croyante, Dieu ne vous laisse jamais tomber, parce que Dieu vous aime de trop, et chaque cheveu de votre tête sera compté. Chaque cheveu de votre tête sera compté. Et vous êtes infiniment aimé du Créateur. Relire la Genèse. Relire la Genèse. Tout est dedans. Simplement le problème de la conscience des professionnels. Parce que, par exemple, je connais une gynécologue algérienne. Elle m'a dit, mais nous, dans le Coran, c'est impossible. Il nous est interdit en Algérie de pratiquer la boucherie. C'est interdit. Donc, si je viens exercer en France, personne ne m'obligera à le faire. À pratiquer le meurtre. Donc ça veut dire qu'il y aura, ça veut dire que les Algériennes, elles pourront, médecins pourront dire non, et nous, les autres, ils seront obligés, parce que sinon ça sera du pénal. Et là, ça va être, il va y avoir du monde dans les tribunaux. Et qui est-ce qui va prendre ça en charge? Et quels sont les avocats qui vont prendre ça en charge? Donc il y a Montligeon, sinon on peut faire une retraite à Montligeon pour essayer d'oublier, voilà, de se faire pardonner. Mais il y a tellement de femmes qui vivent avec cette culpabilité terrible que, voilà, il faut vraiment avoir la vraie information. C'est pas ce que je pense, c'est ce que je sais qui est important. Il y a une jeune fille magnifique, très belle, avec des yeux gris, verts, magnifiques, qui m'a avoué que sa maman, elle aurait dû être avortée. Alors, je dis, ah bon, vous voyez comme quoi vous vouliez rester au chaud, vous êtes resté au chaud jusqu'au bout, et ça l'a fait rigoler. Et paraît que récemment, elle m'a confié qu'elle avait une altercation avec sa maman, et sa maman lui a dit, ah, finalement, j'aurais bien fait, j'aurais dû vraiment t'avorter, parce que, et là, la pauvre, elle était dans un état épouvantable. Et je lui dis, en fait, il faut prendre ça avec humour et lui dire qu'elle n'a pas réfléchi en parlant et qu'il fallait qu'elle réfléchisse avant, mais que finalement, vous êtes un sacré capital pour sa vieillesse. Elle s'est mise à rigoler. Je dis, merci de rigoler, vous rigolez. Je lui ai sorti 2-3 sketchs pour la faire rire. Je lui dis, mais vous êtes combien? Ah, mais j'ai un frère aussi. Mes parents, ils sont séparés. Mais c'était pareil pour mon frère. Elle aurait voulu avorter, elle aurait dû avorter pour mon frère. Ah j'ai dit finalement, elle a les 2 cadeaux de la vie qu'elle n'aurait pas voulu avoir.
Et quand on pense à toutes les arrières, si on était là pour demander vraiment si on a tous été désirés, bah, heureusement qu'on est là. Hein? Ainsi soit-il. Nous rendons grâce à Dieu. La vie, la vie, la vie. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est quand une maman apprend que sa fille a un cancer, elle va se battre pour que la vie de sa fille. Mais quand elle apprend qu'elle est enceinte, elle va se battre pour le meurtre de la vie qu'elle porte. Donc un petit problème là, je pense, un petit problème de réflexion. La vie, merci. La vie, mon Dieu. Un record. 234 300 IVG ont été enregistrés en France, soit 17 000 de plus qu'en 2021 et 7 000 de plus qu'en... Chers amis, on nous dit que c'est un vote historique. Et oui, pour la première fois depuis ou après la Yougoslavie communiste de Tito, un pays, la France, décide que le droit de tuer, qui était jusqu'à présent toléré dans la loi, devient un des piliers de la Constitution sur laquelle se fonde notre société. C'est un combat. Et il suffit de lire ou de relire Pierre Simon, cofondateur du planning familial, grand maître de la Grande Loge de France, pour comprendre que c'est un combat spirituel, un combat culturel, un combat politique. Alors ils sont 925 parlementaires, réunis à quelques centaines de mètres d'ici. Parmi eux, et quel que soit leur parti, il y a des résistants qui voteront contre. Certains parce qu'ils ont en tête l'article 1 de la loi Veil. La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. D'autres s'y opposeront parce que leur sens de l'État leur commande de ne pas faire de la Constitution un supermarché des droits individuels. Pour cela, et encore une fois, quelle que soit leur appartenance partisane, je vous demande des applaudissements qui sont autant d'encouragement et de remerciements. Ils sont 925. Et parmi eux, il y a les pleutres, ceux qui craignent d'être ringardisés et vont timidement, mais sûrement, suivre la majorité pour ne pas se faire remarquer. Ils sont 925 et parmi eux, il y a ceux qui sont à l'initiative de cette loi, qui s'en félicitent et qui crieront victoire pour les femmes. En oubliant, mes chers amis, qu'elles n'avortent jamais de gaieté de cœur, parce qu'elles savent au fond d'elles-mêmes que 8 mois et demi après le test de grossesse positif, ce n'est pas d'un bébé chat qu'elles vont accoucher, mais d'un petit garçon ou d'une petite fille. Ils sont 925. Et si nous ne voulons plus subir leurs décisions, nous devons tout faire pour prendre leur place et pour faire la loi. Ils sont 925, mais ils occupent les places qui leur ont été laissées. À leur lâcheté ou à leur détermination idéologique, répondons. Répondons par un engagement qui résiste à toutes les lassitudes et à toute tentation de désespoir. Ce vote, qu'on dit historique, réclame plus que jamais notre engagement. Ils pensent nous enterrer, mais ils ne savent pas
que nous sommes des graines. À nous, à vous de les faire germer. N'oublions pas, le combat est spirituel, il est culturel et il est politique. Je compte sur vous. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Mais c'est surtout dangereux, car toute préoccupation de l'enfant à naître a été systématiquement gommée des débats. Il est pourtant cancer précoce et de l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse. L'avortement eugénique est une réalité en France et aujourd'hui il est constitutionnalisé. Je suis là aujourd'hui parce que c'est sans doute une des dernières fois où nous allons pouvoir exprimer un avis divergent de celui de la majorité sur l'avortement, parce qu'à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où la loi est inscrite dans la Constitution, eh bien, que vont devenir la clause de conscience des médecins, que va devenir la liberté d'expression et la possibilité même de dire que l'avortement est toujours un drame, quelles qu'en soient les raisons. Les amendements qui visaient à protéger la clause de conscience et la liberté d'expression ont été refusés. Donc il y a une boîte de Pandore qui est ouverte et les médecins, bien évidemment, et les sages-femmes, parce que c'est tout le corps médical qui est sollicité, sont dans l'incertitude quant à l'avenir de leur clause de conscience. Vous savez, cette loi, c'est un aveu de faiblesse. Le pays est traversé par une crise sans précédent, on l'a vu avec les agriculteurs, on a des niveaux scolaires épouvantables dans tous les classements internationaux. Les Français sont vraiment sous l'eau d'un point de vue économique. La sécurité n'est plus assurée, l'immigration n'est pas contrôlée. Et alors même qu'il y a tous ces chantiers-là dont il faudrait se saisir avec des moyens, y compris un référendum, je pense notamment à la question du droit du sol que les Français réclament à 64% comme sujet de référendum, eh bien il faudrait ouvrir tous ces sujets-là, les traiter, les mener pour ramener la paix civile dans notre pays. Et pendant ce temps-là, il y a cette grande loi de diversion qui ne correspond à aucun besoin puisque l'avortement n'est absolument pas menacé dans notre pays et que d'ailleurs on n'a qu'à regarder les chiffres. Les chiffres de l'avortement ne cessent de progresser d'année en année. Mais c'est le en même temps d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, il nous parlait de la natalité comme d'un grand défi et puis aujourd'hui, il se réjouit d'être à l'initiative d'une loi qui évidemment contribue à la baisse de la natalité. Donc il bat le chaud et le froid sans arrêt, mais c'est la méthode Emmanuel Macron. Parce que c'est une méthode qui ne repose sur aucune conviction.